raconter une histoire? Tu vas voir, ça commence comme ça. Bonsoir. كيف لقيتها معنا؟ حلوة ها؟ ما في أهم من السقف نقرا معا بنسأل معا. ميرسي كتير على زيارتك، ميرسي على زيارتك دولة الرئيس. Mais dormir dans un piano, ce n'est pas une vie rêvée pour une histoire d'amour. Oh, tu reviendras dans 3 ans ou bien dans quelques mois. Reviens quand tu voudras. Tu sais que Donc, chers téléspectateurs, bonsoir. Ensemble au salon commence aujourd'hui avec la visite surprise du nouveau Premier ministre chargé de former le nouveau gouvernement Saad Hariri. Donc, un message politique d'être ensemble aussi bien en politique qu'en culture. Ce n'est pas une histoire, mais des histoires qu'Ensemble au salon vous raconte chaque soir, des histoires de grands poètes, des histoires de grands auteurs, des histoires de petits bibliophiles, mais ce sont des histoires parfois à dormir debout, parfois à lire assis sur sa chaise. C'est aussi tout cela que Ensemble au salon vous propose ce soir. Nous commençons par la bonne nouvelle avec mon premier invité qui est Monsieur Henri Aouès. Bonsoir. Bonsoir. Professeur Aouès, donc la bonne nouvelle, c'est que vous avez, malgré la situation qui n'est pas une situation très optimiste du livre ces dernières années, vous avez inauguré quelque chose de très intéressant, une nouvelle maison d'édition qui s'appelle Katatib, qui est donc chargée d'éditer des ouvrages en arabe, n'est-ce pas? Et vous participez à En ce arabe salon. et en français, espagnol et bientôt en anglais. D'accord. Donc c'est un plurilinguisme en plein, vu la politique éditoriale de notre maison d'édition. C'est un peu comme votre programme بالرغم من كل شيء. à la MTV, n'est-ce À pas? la MTV. Donc malgré tout, on est là en train On est là d'ouvrir et- de nouvelles maisons d'édition, de faire parler le livre encore Spécialisé. plus fort. Spécialisé. C'est quoi la spécificité de Katatib? Katatib a 3 collections. La première, c'est Entre vos mains. C'est l'apprentissage personnalisé. Deuxièmement, il y a Couleurs, des sujets traités rapidement mais profondément. Et la collection Confidence, d'où Muzakarat Sabi, paru en premier en arabe, ensuite traduit En français, et puis là, on voit des espagnol, chicos en bientôt espagnol. en anglais. Mais c'est ça le véritable lire ensemble, professeur Aouès. Pour cette année, votre slogan N'est-ce était pas? l'arabe cette année pour la première Très fois. présent avec au nous, salon. ensemble. Oui, donc c'est معاً، ça. نقرأ معاً. L'importance de la lecture ensemble. Monsieur Sahariri parlait justement là, il y a quelques instants, donc de l'importance du vivre ensemble politiquement, l'importance du lire ensemble, d'être ensemble aussi bien au niveau culturel que social. À quel point c'est important pour les C'est Libanais? important comme dans la danse. On ne peut pas danser tout seul. Un véritable tango, une N'est-ce belle pas? valse, c'est à deux. C'est ensemble aussi. C'est un peu dans ce sens que ensemble, lire ensemble et vivre ensemble, tout est là, tout est présent, actuel. Et dites-moi, professeur Aouès, le premier livre que vous avez édité s'appelle Mudakarat Asabi, ou bien Le Môme. C'est l'histoire d'un petit garçon que vous connaissez un peu. Parlez-nous un peu Oui, de cet ouvrage. c'est une autobiographie, mais comme toute autobiographie, elle laisse un peu, ce n'est pas, excusez-moi, un nu intégral. Mais Un peu de fiction, un peu poétique. De fiction, un peu poétique, c'est ça l'autobiographie. Et donc, Voilà. le fait de vous révéler dans un ouvrage, c'est la première fois que vous le faites, n'est-ce Moi, pas? c'est la première fois, oui. Et il faut peut-être dire oser le faire. Osez le faire. Et il y aura plusieurs. Maya Habshil Ashar a déjà à son compte un livre aussi, et il va paraître en français et en espagnol aussi. C'est aussi ça la magie de la traduction, puisque vous avez dirigé durant de très nombreuses années l'école de traducteurs et d'interprètes de Beyrouth. Vous avez été donc Il y a doyen. deux diplômés de l'école qui ont juste- traduit le livre. Les livres. Donc, Les la livres. magie de la traduction, le fait donc de pouvoir se parler dans C'est l'acte n'importe quel... d'écrire plutôt, dans les deux cas, dans l'écriture elle-même et dans l'acte de traduire. Ce sont 2 actes d'écriture. Et donc, les prochains ouvrages, ça va être lesquels? Donc, vous venez parler de Maya Lachar. Dans la même collection, il y aura plusieurs titres,
mes deux collègues associés, Madame Bekdash et Monsieur Hardan, feront aussi de même. Et dans la deuxième et troisième collection, il y a plusieurs noms, plusieurs titres à annoncer. Professeur Awais, une dernière question. Vous avez toujours écrit beaucoup de choses, des traductions, des textes poétiques. Le fait de parler de vous-même, c'est une écriture différente que vous utilisez. C'est un peu différent et je me suis caché derrière l'enfant. Derrière ce môme. Derrière ce môme. D'ailleurs, c'est un très beau titre, Le môme, qui rappelle la môme Voilà. d'Edith Piaf. Très joli, très poétique. Merci pour Merci. votre passage sur Merci. notre plateau. Bonne chance Merci. à Katatib et à Merci. bientôt. On partira de nuit l'heure où l'on doute que demain revienne encore loin des villes. C'est un face-à-face subtil dans lequel je me retrouve à présent devant Lionel Duroy. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes un grand auteur, primé à plusieurs reprises, avec à votre actif plus d'une douzaine de romans superbes, dont le dernier né qui s'appelle L'Absente, qui est déjà un best-seller de la rentrée. Comment vous faites, Lionel Duroy, pour écrire des best-sellers la plupart du temps? D'abord, on ne fait pas exprès d'écrire des best-sellers. Je suis viscéralement écrivain depuis jeune, hein, depuis l'âge de 18 ans, et j'ai besoin d'écrire, et les livres me viennent assez facilement, d'ailleurs maintenant. Et oui, j'écris à peu près un livre par an. Un livre par an. Et vous dites que quand vous arrêtez d'écrire, vous êtes malheureux. Oui, très. Vous êtes devenu accro à l'écriture? Non, mais je l'étais déjà, je pense, à 18-19 ans. Je ne voyais pas d'autre façon de vivre que de poser des mots sur la vie. Voilà. Et ça m'a moi-même beaucoup intrigué à 18-19 ans. Je n'avais pas envie de faire un métier particulier. J'avais envie de passer mon temps à réfléchir sur cette question essentielle de savoir qu'est-ce qu'on fait sur la Terre et qu'est-ce qu'on va faire de notre vie. Et il m'a toujours semblé, en fait, qu'en écrivant, je démultipliais mes vies. C'est-à-dire, j'ai une vie au quotidien, comme tout le monde. J'ai des enfants, j'aime une femme, je sors dans la rue et je me promène. Mais je crée avec les livres d'autres vies Waouh, c'est qui beau. sont assez proches des miennes probablement. Mais vous savez, en écrivant, en constituant, en créant un livre, vous créez un univers. Et cet univers-là, c'est vraiment une autre vie. Donc, et vous dites aussi, en fait, la plupart du temps, vous, comme vous avez dit, vous écrivez à propos de vous aussi, beaucoup à Bien propos de sûr. vous. Vous exposez beaucoup au public. L'absente, également dans l'absente, on vous parlait de vous. Donc, le fait de vous exposer comme ça au public, ça ne vous dérange pas? Non, ça ne me dérange pas du tout, mais j'aime beaucoup les auteurs qui parlent d'eux. Parce qu'il me semble que dans cette sincérité-là, on approche mieux la vie. J'aime beaucoup, moi, Thomas Bernhard, Knut Hamsun, Marguerite Duras, qui était mon auteur préféré quand j'avais 20 ans. Et quand vous lisez Un barrage contre le Pacifique, qui est son premier très très grand livre, en fait, elle parle d'elle. Et je crois que nous sommes constitués dans l'enfance et que poursuivre ce sillon de continuer à écrire sur les secrets de l'enfance, qu'est-ce qui s'est passé dans l'enfance pour qu'on soit devenu comme on est aujourd'hui, c'est passionnant et en fait c'est un sillon inépuisable. Et vous prenez autant plaisir de parler de vous que des autres aussi, puisque vous avez prêté votre plume à beaucoup de célébrités. Oui. Vous avez écrit la biographie de Sylvie Vartan, de Mireille Darc, de Farah Diba, et là dernièrement de Gérard Depardieu. Oui. Laquelle de ces personnalités a été la plus difficile à cerner? D'abord je vais vous dire, ce sont des personnes, on se choisit mutuellement. Ah oui. Donc nous avons des points communs. Je peux dire que Sylvie Vartan, ce qui nous rapproche, c'est qu'elle est arrivée à 7 ans en France, réfugiée de Bulgarie, et qu'elle n'avait plus rien. Mireille Darc est la fille d'un petit épicier de Toulon. Gérard Depardieu est le fils d'un couple complètement détruit, le père était alcoolique, à Châteauroux, il n'est même pas allé à l'école. Il y a à travers tous ces personnages des liens qui nous rapprochent. Je viens aussi d'un milieu compliqué, très pauvre, etc. J'ai grandi sans argent. Donc déjà, on se choisit. Et par ailleurs, je trouve qu'entre les romans, entrer dans l'univers de quelqu'un d'autre, passer beaucoup de temps à l'écouter, c'est vraiment passionnant. Moi, j'adore écouter. J'adore que les gens me racontent leur vie.
parce que tout d'un coup, je découvre la profondeur de la vie. Ce n'est pas seulement la mienne dans ces cas-là, c'est vraiment un autre univers. Et en fait, nous nous ressemblons tous beaucoup. Nous avons tous eu une enfance plus ou moins brutalisée. Ouais. Et ça, je trouve ça passionnant. Insensé qui croit que je ne suis pas toi, n'est-ce pas? Oui, Donc on est exactement. tous pareils quelque part. Et parmi ces personnalités, laquelle vous a le plus impressionné? Peut-être Gérard Depardieu, qui m'a aussi Impressionnant. C'est un énormément géant. touché. Parce C'est un qu'il est, géant oui, du c'est cinéma vraiment un français. géant Oui. du cinéma. Comme moi, vous le connaissez, comme nous tous. Oui. Donc on le voit sur scène, on voit avec quelle aisance et quelle force il incarne des personnages. Et en fait, être en face de lui et parler très simplement de son enfance, de ses tourments, parce que c'est un homme aujourd'hui qui est très triste, qui va assez mal, qui se pose plein de questions aussi sur la vie, qu'est-ce qu'on fait là? Bon, on a les mêmes interrogations quand même. J'ai beaucoup aimé cet homme, il m'a énormément touché. Donc on va lire le livre bientôt, c'est ça? Le livre est sorti Il est déjà sorti, Oui, oui, d'accord, ok. oui, oui, Donc, oui, il s'appelle, c'est lui qui a choisi le titre. Le titre du livre, c'est « Ça s'est fait comme ça ». ça s'est fait comme ça. Ça s'est fait D'accord. comme ça, c'est-à-dire qu'il soutient que sa carrière, il n'a rien fait pour, ce qui est vrai. Ce C'est sont des venu gens comme qui ça. l'ont repéré. Il n'a jamais fait d'école de théâtre. Il est arrivé sur scène et d'un seul coup, il parvenait à incarner un personnage. Et Gérard Depardieu, c'est un miracle parmi les artistes. N'est-ce pas? Merci beaucoup, Lionel de Duroy, pour cet instant, ce face-à-face très subtil et très impressionnant. Je vous Merci et remercie. bonne chance pour tous les autres best-sellers que vous écrirez. Merci, au revoir. Place des grands hommes. J'avais eu si souvent envie d'elle. La belle Séverine me regardera-t-elle? Eric voulait explorer le subconscient. Remonte-t-il à la surface de temps en temps? J'ai un peu peur de traverser le miroir. Si j'y allais pas, je me serais trompé d'un soir. À 23 ans, ce salon du livre francophone bouillonne d'énergie et intéresse de plus en plus des jeunes scolaires et universitaires. Et qui dit jeunes dit réseaux sociaux, n'est-ce pas, Nora Awada Naufal? Oui, tout à fait. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Vous êtes journaliste, vous avez également réalisé ce qu'on appelle Libanais francophone sur les réseaux sociaux. C'était un vrai succès cette année. Parlez-nous un peu donc de la présence, l'importance des réseaux sociaux actuellement et de Libanais francophone. Et au Liban. En fait, au Liban, les réseaux sociaux sont assez importants. Alors, je vais reprendre une phrase d'abord pour commencer d'une blogueuse que je suis qui s'appelle Sandrine Payan, une blogueuse franco-libanaise, qui dit au Liban, en fait, on parle 4 langues, pas 3 langues, arabe, français, anglais et réseaux sociaux. Ah oui? C'est pour dire à quel point, voilà, on utilise des hashtags pour parler et le langage réseaux sociaux. Au Liban, en fait, le réseau social le plus commun, c'est Facebook, qui est utilisé par 50% de la population. Donc c'est quand même beaucoup, évidemment beaucoup de jeunes, mais pas seulement. C'est le premier. Et donc forcément, les Libanais ont pris goût aux campagnes sur les réseaux sociaux. Ça a commencé dès 2012-2013 avec Live Love Lebanon, Not a Martyr, Not in My Names, d'autres campagnes aussi plus amusantes. Mais on s'est dit, pour Libanais francophones, essayons de redonner un coup de lumière, un coup de projection sur la langue française au travers des réseaux sociaux pour toucher les jeunes essentiellement qui vont de plus en plus vers l'anglais, il ne faut pas se mentir. Et voilà, essayer de leur montrer que ça reste une langue moderne, Le français, attirante, une voilà, langue et la qui France existe et sur le les français, réseaux bien sociaux. sûr. Donc, Libanais francophone, parlez-nous du concept, on va voir les images en parallèle. Donc, c'est quoi Libanais francophone? Libanais francophone, c'est une campagne qui a eu lieu sur 6 semaines, donc qui vient de se terminer, mais qui continue de faire un petit peu parler. L'idée, c'était de parler de la langue française d'une nouvelle façon. Donc, on est à la fois allé dans 6 villes en région, c'était sur 6 semaines, 6 villes dans tout le Liban, et on a parlé à 6 personnalités, et on a essayé d'aller voir à chaque fois quels sont les arguments des uns et des autres qui font, et d'une part, leur attachement au français, et en quoi ça leur est utile au quotidien. Et donc, on a parlé à des personnes qu'on a vraiment trouvées par hasard, qui étaient vraiment très contentes de faire partie de cette campagne, qui nous ont parlé aussi bien pour les plus jeunes qui avaient Moi, 14-15 ans. j'ai eu le plaisir de participer à la section médias Voilà. et j'ai trouvé fabuleux Ouais. cette dynamique qui a été créée. Beaucoup de gens m'ont appelé pour me dire qu'ils m'ont vu, qu'ils m'ont entendu. Surtout la dernière partie qui était celle des débats, de dialogue avec les En fait, internautes. ouais, on a fait 3 lives avec vous, Marc Hatem et Randa Farah de l'Activity, qui ont eu plus de 70 000 vues en tout. Donc ça a C'est vraiment super. touché beaucoup de monde. Et c'est ça, en fait, on a prêché des convaincus, c'est sûr, mais à eux, et c'est ceux qui nous regardent aujourd'hui, je voudrais dire que même si vous êtes convaincus que le français est utile et fait partie du trilinguisme, parce que l'idée, c'est pas que les langues se disputent, comme disait Fouad Zmohol, mais que vraiment elles ne soient pas en compétition, mais En ensemble, complémentarité. voilà, qu'on défende ce trilinguisme. Assez convaincus, je voudrais dire comme à vous, qu'il faut eux qu'ils prêchent aussi cette langue-là auprès de leurs proches, de leurs enfants, des copains de leurs Donc, enfants. utilisez plus le français dans les réseaux sociaux. Parce c'est que ce ça. qu'on a pu se rendre compte, c'est que ça ouvre énormément de portes dans le monde du travail,
bien sûr, il y a la culture, il y a les valeurs, ça tout le monde le sait, mais vraiment au niveau du travail, que ce soit en France ou dans tous les pays francophones, 80 pays francophones, soit toute l'Afrique de l'Ouest, le Canada, qui ouvre vraiment ses portes aux Libanais, avec lesquels c'est les premiers pays avec lesquels on échange en termes d'échanges commerciaux, donc c'est vraiment des gens avec qui on travaille. Pour ça, c'est vraiment très efficace. Donc, c'est quelque chose d'important. Moi, je pense que le français, moi, je l'appelle la langue horizon. Ça nous ouvre tellement des horizons larges que c'est beau de l'utiliser et de continuer à rajeunir cette langue-là. En fait, l'utiliser sur les réseaux sociaux, c'est la rajeunir, lui donner un coup de jeune, n'est-ce Oui, pas? en fait, ça, l'idée. c'est une des 5 langues les plus utilisées dans le monde sur les réseaux sociaux. Au Liban, ça reste la 3e langue, mais elle est très utilisée. Et après, comme vous dites, ça ouvre à d'autres horizons, ça ouvre à d'autres langues. Parce que grâce au français, on apprend plus facilement l'anglais. 50% du vocabulaire anglais vient du français. Moi-même, je l'ai appris dans cette campagne. Donc voilà, c'est quelque chose qui reste utile au quotidien et qui, ici, continue de vivre, que ce soit à travers vous, dans votre travail, dans ce salon, ou à travers ce genre de campagne. C'était ça le but. Et vous, en tant que journaliste libano-française, le fait de travailler au Liban en français, vous rencontrez beaucoup de personnages différents. C'est une langue de communication facile, le français. Oui, c'est une langue de communication facile qui ouvre en fait justement l'accès à toute une tranche de la culture, etc. Et dans les entreprises, que ce soit à ceux à qui on a parlé, même moi je m'en rends compte, ayant aussi ma propre compagnie, quand on a quelqu'un qui est trilingue, forcément c'est quelque chose de plus attractif sur un CV que quelqu'un qui va parler l'arabe et l'anglais. Voilà. Mais encore une fois, on défend l'arabe, on défend l'anglais. L'idée c'est vraiment d'avoir le plus de langues possibles, dont le français. Merci beaucoup, Nora Awada Naoufal. Avant de terminer, je ne sais pas si on a vu votre avatar. Non, l'avatar, je ne sais pas. Je ne sais pas, parce que je suis pas en train de voir le retour. Ah bah oui, on l'a vu. Okay. Oui, avec les cheveux bouclés quand même. Moi, j'aimerais terminer cette petite rubrique en prenant un petit selfie qu'on pourra poster sur le hashtag Ensemble au salon. On va se faire ça là tout de suite. Qu'est-ce que j'ai bien pu faire au bon Petite pause publicitaire et on se retrouve dans quelques instants. Amoureux, elle a mis dans ma vie l'enfer au paradis, c'est vous dire. On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime, des messages pour les jours à venir. On écrit sur les murs à l'encre de nos veines, on dessine tout ce que l'on voudrait dire. Entre une table ronde et une signature, nous arrachons des minutes précieuses à Pascal Boniface. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes géopolitologue, fondateur et directeur de l'Institut de Relations internationales et stratégiques à Paris. Vous n'êtes plus à présenter et ici vous signez pas un mais 2 ouvrages. Hier c'était Jeux olympiques politiques. C'est un sujet passionnant. Quel lien entre le sport et la politique ? On voit que le sport est maintenant un moyen d'exister pour les États. C'est un moyen de puissance, mais de puissance douce, ce n'est pas agressif. Il y a bien sûr un vainqueur, mais le vainqueur est populaire, alors que dans la guerre, le vainqueur ne l'est pas. Et donc les États aujourd'hui, pour exister sur la scène internationale qui est de plus en plus encombrée, se servent du sport pour exister de façon pacifique et positive. Par exemple, personne ne connaît ou presque le nom du Premier ministre de la Jamaïque, mais tout le monde connaît Usain Bolt. Et donc, par les exploits sportifs, les nations peuvent resplendir, peuvent exister sur la carte et essayent de se frayer un chemin. Et effectivement, aux Jeux Olympiques, eh bien, on chante, on joue l'hymne national, on défile derrière un drapeau. Donc on voit que nos sportifs sont en fait des ambassadeurs en short ou en kimono. Très sympathique. En fait, vous êtes également connu pour vos analyses politiques de poids. Vous passez sur plusieurs médias en France. Et là, j'aimerais vous interviewer, donc vous poser une question sur votre regard de la situation actuellement géopolitique dans notre région. La région va très très mal, effectivement. C'est le moins que l'on puisse dire, et c'est la région la plus dangereuse du monde, notamment du fait d'interventions militaires de puissances extérieures qui sont venues déstabiliser la région. On paye encore le prix de la guerre d'Irak de 2003, on paye la non-résolution du conflit israélo-palestinien, et tout le terrorisme qui se répand est le fruit de conflits non résolus, de conflits dont les pays et les peuples de la région sont les premières victimes, effectivement. Malheureusement. Et là, en 2 temps, 3 mouvements, vous passez de la politique à l'art, à Léo Ferré en particulier, toujours vivant. J'ai beaucoup aimé le nom de cet ouvrage. Pourquoi Léo Ferré ? C'est le centenaire de sa naissance et moi depuis maintenant 45 ans, il m'accompagne pratiquement au quotidien. J'ai eu un choc quand j'étais adolescent en écoutant ses chansons, ses textes qui représentaient à la fois l'amour et en même temps la révolte, Amour, Anarchie, titre de 2 albums qu'il a commis successivement.
Et donc j'ai profité un peu du centenaire de sa naissance pour lui rendre hommage et payer une partie de la dette que j'ai à son égard. Vous lui redonnez vie, n'est-ce pas, Voilà. à travers cet Et ouvrage. aussi pour le transmettre aux nouvelles générations, parce que si C'est les un gens, grand poète. disons, qui sont adultes depuis longtemps pour rester corrects, connaissent bien Léo Ferré, il est moins des jeunes générations. C'est vrai qu'il a une œuvre foisonnante. Il a fait 40 ou 50 albums, il est passé par plusieurs phases, le musical, la chanson pop avec des orchestres pop, les chants symphoniques, l'orchestre symphonique, et puis il a mis en musique Verlaine, Baudelaire, Rimbaud. Donc il a une œuvre vraiment multiple dans laquelle il faut Et vraiment se plonger. laquelle de ces chansons est votre préférée? Oh, bien sûr, il est facile de citer La mémoire et la mer, qui est un texte un peu difficile qu'on ne comprend pas si on ne connaît pas Léo Ferré, mais dont on est saisi dès la première écoute. Mais je pourrais en citer en fait 400, à peu près autant de chansons. Moi, j'ai découvert récemment qu'il avait aussi, lui aussi, une chanson qui s'appelait Elsa, Oui, c'est une chanson Oui. d'Aragon, qui effectivement. est mon prénom Voilà. en fait. Et c'est une chanson auquel je pense vous êtes sensible aux Ah paroles. oui, C'est j'ai une découvert merveilleuse dernièrement. chanson, Elsa, mon amour, ma Mais jeunesse. c'est ça. C'est une merveilleuse chanson mise en musique par Léo Ferré. Et Aragon ne serait pas aussi connu dans ses textes si Léo Ferré n'était pas venu la mettre en musique. N'est-ce pas? Merci beaucoup, Pascal Merci à vous, Boniface. Elsa. Je vous laisse courir à votre signature. À bientôt. À bientôt. Merci. Et puis ces cris qui montent au ciel comme une cigarette qui brille. C'est extra, c'est extra. Nous lisons ensemble également avec Rada. Bonsoir. Bonsoir. Rada tout court. C'est un pseudonyme. Pourquoi pas de nom à côté? Parce que ce que j'écris dans notre société est un peu tabou, Uh-huh. parce qu'il s'agit d'érotisme, effectivement. Et que moi, j'écris de la littérature générale aussi. Et donc, pour ne pas confondre les deux genres, donc ça fait presque deux personnes. Deux personnes différentes. Oui, exactement. Donc exactement. là, dans Réseau, Désir et Illusion, aux éditions Noir Blanc, etc., Oui. vous avez osé parler d'un chasseur bizarre, d'un chasseur qui chasse les femmes solitaires, c'est ça? Exactement. L'idée du livre m'est venue, il y a une amie qui m'a raconté une histoire. Donc, c'était une toute petite nouvelle de 3 pages. Donc, je l'ai proposée à l'éditrice qui m'avait dit, l'idée est universelle, donc pourquoi ne pas faire un petit roman? Et voilà comment est né Réseau Désir et Illusion. Il est suivi d'une nouvelle. Le rêve, n'est-ce pas? Le rêve. Oui. Le rêve, à l'origine, c'était le rêve. J'ai commencé avec le rêve. Je voudrais écrire une métaphore filée amoureuse. Waouh! Voilà. Effectivement, c'est comme ça que je qualifie le texte. Et elle est sensuelle. Elle n'est pas tellement érotique. Je ne la trouve pas tellement érotique. Elle est sensuelle. Elle frôle l'érotisme. C'est quelque chose de léger. Comme quoi, l'écriture, ça peut mener à tout. C'est tous les genres. Effectivement, parce que moi, j'écris de la littérature générale. Il y a un autre projet pour les jeunes, roman de jeunesse. Donc là, on croise les doigts. Voilà. Bonne chance. Mais c'est par pur hasard que Réseau Désir et Illusion est né avant l'autre. Pourtant, j'ai commencé le premier. C'est mon premier qui n'a pas encore été édité. Ah, Ça, c'est mon d'accord. second. Ok. Je considère Bon, qu'il c'est est un mon peu le second. monde à l'envers. Oui, exactement. Donc, merci beaucoup, Rada. Merci Bonne à chance vous, Elsa. pour la suite. Donc, ce qui est important, c'est de voir combien l'écriture est importante à tous ces auteurs. Effectivement, Merci parce beaucoup. qu'elle libère. L'écriture, pour moi, elle me libère. Merci. Merci à vous. Bonne chance. Dans l'exil de ces mots est le titre très poétique de l'ouvrage d'Ali Mechalani. Bonsoir. Donc, c'est un ouvrage que vous avez signé hier au salon, aux éditions Noir Blanc, etc. L'exil de ces mots, c'est tellement poétique. Pourquoi ce titre? Ce titre, parce que la femme dont il est question dans le roman est une femme qui a façonné une bulle et pour y vivre, pour oublier un peu son quotidien. Et elle a inventé un homme avec lequel elle échangeait des mots. Donc elle s'est exilée dans sa bulle et elle a vécu ou bien elle a revécu grâce à ces mots. Donc, c'est la fuite à travers ces mots, n'est-ce pas?
C'est une fuite à travers les mots, oui, à travers la rêverie également. Ellie Meshalani, vous êtes détentrice d'une licence d'enseignement en lettres françaises et d'un master en sciences de l'éducation en 2010. Vous avez publié un premier recueil, La valse des vents. Pourquoi l'écriture? Pourquoi l'écriture? Parce que pour moi, c'est une sorte d'échappatoire. C'est une façon de se retrouver avec soi-même. C'est ma joie de vivre. C'est votre bulle à vous aussi? C'est ma bulle à moi, oui. C'est ma bulle à moi. C'est le seul endroit où je me sens moi, vraiment. Et donc, quelle importance ont les mots? Vous parlez beaucoup de mots. Quelle importance ont les mots qu'on couche sur du papier quand on écrit des mots? Quand on écrit les mots sont vraiment... Il y a des mots qui sont enjoliveurs, il y a des mots qui sont blessants, il y a des mots qui peuvent nuire à la personne. Donc, les mots, pour moi, c'est quelque chose de féerique. Et c'est-à-dire, je ne peux m'exprimer qu'à travers mes mots. Et c'est pour oublier les mots, MAUX, que je pose mes mots sur ma page blanche. Très joli. Merci beaucoup, Ellie Meshalani, et bonne chance pour la suite. Merci beaucoup. Allez, bonsoir. Dans notre rubrique artiste ce soir, un grand artiste, Zad Moultaa. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes artiste plasticien et compositeur. Vous allez représenter le Liban à la Biennale internationale de Venise. Bravo. Merci. Qu'est-ce que vous allez montrer à Venise, à tous ces étrangers qui viennent pour cet événement, un rendez-vous incontournable de l'art contemporain? En fait, je ne peux pas rentrer vraiment dans les détails parce qu'il faut garder la surprise aussi. Et vous savez, il y a une compétition qui est très importante. Donc, il y a un jury qui arrive au début et qui va choisir quel est le meilleur pavillon, etc. Ah donc, oui. il faut rester un petit peu dans le suspense. On va espérer que ça va être le pavillon libanais. Ben, j'espère, on travaille en tout cas pour que vraiment ça soit quelque chose de très très fort, pour montrer un visage très fort de notre pays. En tout cas, c'est un pavillon qui est très attendu cette année parce que le Liban, la dernière fois qu'il a participé à cet événement qui est vraiment planétaire aujourd'hui, c'était il y a 4 ans avec un très beau projet de Akram Zat qui était très remarqué aussi. Et la fois d'avant, c'était dans les années 80. Ah oui. Donc aujourd'hui, le Liban est vraiment très attendu et on travaille. Donc c'est le comeback du Liban à Venise, c'est ça? Tout à fait, c'est très attendu. Et voilà, c'est un projet qui est inspiré en plus de la grotte de Jérita et de la grotte 36 fois millénaire de Chauvet, qui est en France. Et ça parle de la nature et de l'homme, du rapport de l'homme à la nature. Et à la pierre, c'est votre spécificité, n'est-ce pas, tout à aussi? Vous avez commencé par le piano, vous êtes actuellement plongé dans le design pictural. C'est une autre forme de musique pour vous? C'est très complémentaire. En fait, la musique est quelque chose qui demande beaucoup de temps dans l'étirement du temps. Quand on écrit une partition, on peut écrire par exemple 10 secondes sur... il faut peut-être parfois 1 semaine pour écrire 10 secondes. Donc c'est vraiment un temps très très ralenti et un temps intérieur très ralenti. Dans la peinture, il y a une énergie qui est très différente. On peut travailler évidemment un tableau pendant 1 mois s'il le faut, mais l'énergie est plus directe. Et pour moi, ce sont deux énergies vraiment complémentaires. Ces deux côtés artistiques qui vous appartiennent finalement, qui vous forment. Zad Moultaa, donc le fait d'avoir cette lourde tâche de représenter le Liban à la Biennale internationale de Venise, c'est vraiment une responsabilité très importante que vous a donnée le ministère de la Culture, n'est-ce pas? Évidemment, c'est une très grande fierté et une très très grande responsabilité. Donc je travaille beaucoup sur le projet pour que ça soit le plus fort possible. J'ai envie... je vous le dis comme ça entre nous, qu'on gagne le prix. Bah oui, moi aussi, tous les Libanais qui nous regardent aussi. Et il faut dire que j'ai la chance d'être très 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 bien entouré. Ça y a vraiment, vous savez, on peut pas travailler seul. Et, et si on réussit vraiment ce pavillon, il faut une équipe solide derrière. Il faut une équipe solide et entre la France, le Liban, évidemment beaucoup de Libanais et aussi les amis du Liban, des Français, il y a même des Espagnols, il y a de toutes parts. Zad, pour ceux qui aimeraient aller à Venise voir de plus près, ça va être du 13 mai au 26 novembre 2017, c'est ça? Tout à fait, pendant 6 mois. Et il y a l'ouverture du pavillon qui aura lieu le 11 mai, qui est une avant l'ouverture en fait. Ok, donc pour ceux qui ont envie d'aller, le 11 mai, vous devez être à Venise, c'est ça. Et Zad Moultaa, ce soir à 20h, vous allez faire une présentation avec Fifi Aboudib, n'est-ce pas, pour parler de cela au stand Agora. Voilà. Donc pour les personnes qui sont intéressées à venir voir, merci et bonne chance pour le Liban, bonne chance à vous. Merci.
Vivaldi travesti, deux amants sous la pluie à Venise. Bambino, Harlequin, un parfum italien dans Venise. Des palais, des regrets, des chansons. Carnaval dans le cœur d'un violon. Du génie, du mépris, des salons. Bonjour marquise. Dans ma rubrique Coup de cœur, j'ai eu envie de faire participer cette année les bibliophiles de tous les âges. Et aujourd'hui, nous avons une grande bibliophile, une grande passionnée des livres. Nevin Hachaïn, bonsoir. Bonsoir Elsa. Les livres et vous, c'est quoi cette histoire d'amour? C'est une grande histoire d'amour qui a commencé, je pense, sur les genoux de ma maman. L'amour des mots, l'amour des livres, ça s'apprend comme le catéchisme, sur les genoux de sa maman. Et c'est là qu'on apprend à aimer le beau, le bon, le vrai. Et toute notre vie, on essaiera de retrouver à travers des coups de cœur d'un âge après l'autre, ces coups de cœur qui nous font aimer des héros, qui font accrocher notre âme et notre esprit aux étoiles. Voilà. Je vous ai demandé d'apporter un ou deux livres que vous aimez le plus. Là, vous avez toute une bibliothèque à côté de vous. En fait, j'ai dû faire un choix drastique parce que votre question au départ était extrêmement simple. Quel était mon coup de cœur? Et je vous ai répondu oui tout de suite. Puis j'ai réalisé qu'en fait, c'était une question piège, comme souvent vos questions, Elsa. Et j'ai réalisé qu'en fait, il lui fallut la hotte du Père Noël. Ah Donc, oui. j'ai fait une petite sélection. Une petite sélection d'une dizaine Voilà, de livres. le Père Noël ne m'ayant pas prêté sa hotte. Et je me suis souvenue de tous mes coups de cœur. C'est lequel? Donc le et premier, puis, quand votre vous avez premier coup de reçu cœur. beaucoup d'enfants, je me suis dit que quand ont été mes coups de cœur d'enfants, et je me suis souvenue de Heidi, Ah oui. les 2 premiers volumes de Heidi, pas la fausse suite. Puis je me suis souvenue de Trilby, Cordon s'il vous plaît, qui dans ces temps de beaucoup de réfugiés apprend aux enfants comment du jour au lendemain on peut passer d'un palais à une loge de concierge et ça apprend l'amitié, la fidélité. Puis je me suis souvenue de Mélangelo. Ah oui, on va montrer Alors, aussi ça. Mélangelo, Oui. c'est 34 volumes. Je ne les ai pas apportés, j'en ai apporté juste le premier, qui sont écrits en français par celui qui signait à l'époque Lieutenant X, mais qui est en fait Vladimir Volkov. Ce sont des livres d'espionnage. Donc et vous qui avez nous- touché à tous les genres, vous lisez à tout, peu hein? près. Tout. Et qui nous ont introduits donc au grand Volkov du montage et du retournement. Et puis, que vous ai-je apporté donc? Je vous ai apporté L'Anneau du pêcheur de Jean Raspail. Je n'ai pas apporté Cire, mais il faut absolument lire et Cire et L'Anneau du pêcheur. Et en fait, je vous ai apporté... Je vois de beaux livres avec de très belles Oui, couvertures alors là- aussi. C'est quoi ces Là, beaux c'est livres, mon coup de Nevin? cœur du Liban. Ah oui. Je l'ai apporté dans une édition illustrée. Ah oui. C'est un ancien Yamile livre. sous les cèdres. Oh. Et en fait, Yamile sous les cèdres raconte notre dit, le dit des Libanais, les dits de la montagne. Et c'est un livre que j'ai aimé tellement passionnément qu'avec mon époux, nous en avons, je crois, toutes les collections, des plus belles aux plus simples. Wow. Et c'est un livre que je vous demande vivement à tous ceux qui aiment le Liban de toujours, d'aller le chercher, le chiner dans les bibliothèques. Il existe Non, encore dans les il a été bibliothèques? réédité chez Plon jusqu'en 1972, mais je pense que chez les bons libraires et les bons bouquinistes, on peut le trouver. Waouh, c'est beau, c'est un vrai voyage à travers les époques qu'on fait avec vous. Ah oui, tout à fait, tout à fait. Je vous conseillerais aussi Le Maître de la Terre, Oui. qui est un livre en ce temps d'élection américaine où on parlait du président du monde. C'est un livre d'anticipation. On peut qui le date- voir, ce dernier Mais bien livre. sûr. On n'a pas pu le voir à la C'est- caméra. C'est un livre qui date Le Maître de la Terre. Le Maître Wow. de la Terre, qui date de 1908 et qui est un ouvrage d'anticipation et qui est en fait d'une actualité tout à fait brûlante et qui est réédité chez Teki. C'est super. Voilà. Donc, Voilà, en gros, je les- pense les- qu'on a fait le tour de votre petite bibliothèque. Absolument. C'est bien que vous n'ayez pas apporté la grande au studio. Merci beaucoup, Nevin. Je vous C'est remercie, fabuleux. Elsa. Merci de nous avoir donné également envie de découvrir tous ces ouvrages. À bientôt, j'espère. À bientôt et merci. Merci. Ça prévient comme un bateau qui revient et soudain il y a 1000 sirènes de joie sur ton chemin qui résonnent et c'est très bien et ce n'est qu'une tourte. Et notre clin d'œil ce soir, pour terminer en beauté ensemble au salon, c'est avec Joseph Mokarzel. Bonsoir. Bonsoir. Donc, vous signez demain, Joseph Mokarzel, à 18h30 au stand de l'Université Antonine, votre ouvrage Architecture et communication, Beyrouth, une ville en surimpression. Ça, c'est votre ouvrage à vous. Tout à fait. Architecture et communication, quel drôle de mélange.
En fait, quand on dit communication aujourd'hui, on dit tout, pratiquement tout. L'architecture transmet des messages, elle transmet des images, elle communique une vie, toute une vie. Et donc, j'ai un peu fait le lien entre l'architecture, architecte que je suis, Oui. et entre la communication qui est ma seconde casquette. Oui, puisque vous êtes doyen également de l'Infocom, de la faculté d'information et de communication à l'université Antonine. Donc j'ai voulu un peu faire ce rapport entre les mes deux spécialisations. Et j'ai pris comme étude de cas Beyrouth, qui elle a beaucoup de choses à communiquer. Beyrouth, qui communique beaucoup de choses, oui, mais la première impression qu'on a de Beyrouth, vous qui êtes architecte, surtout les visiteurs qui viennent, se remarquent que c'est le non-urbanisme, la non-urbanisation qui frappe à la première, comme ça, de première abord. C'est une forme de non-communication. Je ne sais pas si c'est une forme de non-communication. En tous les cas, Beyrouth, qui est ville chaotique, a beaucoup de charme, a une âme, comme on dit. Et c'est là qui fait la beauté de la ville de Beyrouth. Mes craintes, enfin mon analyse, est essayer de voir si vraiment, en urbanisant la ville, le centre-ville et les environs, en amenant des architectes stars qui sont en train de construire des immeubles iconiques, est-ce qu'on n'est pas en train de perdre quelque part la communication initiale de Beyrouth, l'histoire de Beyrouth qui remonte à 7000 ans? Oui et non. En fait, je fais la part des choses entre le oui et le non, entre les choses qui sont vraiment bien faites, entre les choses qui sont faites n'importe comment, sans tenir compte du génie du lieu. Et Beyrouth a un génie de lieu magnifique. Joseph Moukarzel, vous qui écrivez en français, qui faites partie de l'association francophone des journalistes qui me tient particulièrement à cœur, quelle place attribuez-vous aux Français au quotidien, donc au Liban? Écoutez, beaucoup de gens disent que le français est en train de perdre du terrain. Je ne crois pas. Je pense quand même que le français a toujours sa place au Liban. Bien sûr, il y a une part d'anglophonie qui s'installe, qui prend surtout dans le domaine des universités. Donc au niveau scolaire, on est toujours dans l'esprit francophone. Et même les universités anglophones restent quand même dans une culture francophone. J'ai la chance d'être dans une université qui garde toujours cet esprit et cette langue francophone, toujours dans le cadre de cette culture francophone. Qui forme à l'esprit cartésien, bien fait. Je m'en réjouis. En fait, c'est l'esprit cartésien, toutes les universités les ont. Le plus qu'apporte la culture francophone, c'est cette ouverture pluriculturelle, ce savoir-faire, ce savoir-dire, cette ouverture vers les autres mondes, je dirais. Et donc, c'est ça surtout qui est avantage. Quand vous dites un francophone, il va nécessairement parler anglais. Quand vous dites un anglophone, non, il ne parle que l'anglais. C'est et la c'est ça force qui est désolant. des francophones. Au Liban, et des on a cette force. On a cette force de pouvoir parler les 3 langues, de pouvoir raconter toutes les histoires, comme je le dis dans mon livre. On raconte beaucoup d'histoires. L'histoire des cultures et des même des histoires à dormir debout, n'est-ce pas? Tout à fait. Enfin, là j'en sais quelque chose puisque je dirige un journal satirique. Donc là, c'est oui, à dormir debout, surtout, n'est-ce pas, Joseph surtout dans le cadre en arabe. De la politique. Oui, mon journal est en arabe. C'est ma 3e casquette. Que de casquettes vous avez. Merci beaucoup de votre passage sur notre plateau. Bonne chance pour toutes vos casquettes et pour les autres ouvrages. Et donc, à bientôt, j'espère. Et je fais aussi vraiment un hommage aux journalistes francophones. Donc, tu as été longtemps la présidente de cette association. À l'association, oui, à la FEJ. D'accord, je leur dis que c'est vraiment quelque chose de plus qu'on donne à ce pays. Et on va continuer à le faire. Une écriture de qualité, surtout ça. Merci beaucoup. Merci, à bientôt. Donc, chers téléspectateurs, c'est ainsi qu'Ensemble au Salon prend fin pour ce soir. Une émission très chargée aujourd'hui et très intense. Et je vais vous rappeler de participer au quiz d'Ensemble au Salon. Vous répondrez à la question « Quelles sont les valeurs de la marque 1, 2, 3 ?» sur les pages Facebook MTV Lebanon et la page Facebook Salon du Livre francophone Beyrouth. Vous allez courir la chance de remporter des lots de valeurs offerts par la boutique 1, 2, 3. Je vous rappelle également le quiz junior. Quel célèbre livre écrit par Antoine de Saint-Exupéry a été tourné en film en 2015. La réponse également sur la page Facebook donc, de MTV Lebanon et du Salon du Livre francophone. Les réponses seront données et les gagnants seront annoncés le dimanche. Demain, exceptionnellement, il n'y aura pas d'Ensemble au Salon, d'émission en direct d'ici. Je vous rejoins le samedi pour d'autres émissions encore. Les 2 derniers jours du Salon sont très intenses. Venez-y, vous ne le regretterez pas. À bientôt. Les rois du monde se
battent entre eux.